Deux espaces. Bonjour les parents! On est contente de vous recevoir encore pour un autre épisode d'Entre deux espaces. Aujourd'hui, on débute une série de 3 épisodes qui va aborder un peu plus le bien-être à l'école que le côté académique, comme on le fait parfois par le passé. Donc aujourd'hui, on va parler d'habileté sociale. Dans les autres épisodes, on va parler d'anxiété de performance et d'intimidation. Donc, restez à l'affût. Donc, les habiletés sociales, c'est essentiel au quotidien, autant pour nous, adultes, parents, dans notre vie professionnelle, que pour les enfants à l'école, à la maison, dans leurs activités parascolaires, un peu partout. C'est vraiment, c'est un apprentissage, en fait, de la vie qui s'apprend heureusement. Au fil du temps. Naturellement. Et qui s'apprend. Donc, même si c'est pas inné, ben il y a des façons d'apprendre à avoir de bonnes habiletés sociales. Et en fait, les habiletés sociales, on entend souvent ce mot, mais ça fait partie d'un tout. Ça fait partie des compétences socio-émotionnelles qui sont donc 5 piliers, un tout qui s'entremêle, qui se vit au quotidien, puis tout est interrelié un petit peu. Donc, ces grands piliers-là, c'est d'abord la conscience de soi, donc de reconnaître nos émotions, de comprendre nos émotions, de savoir nos forces, nos limites, etc. La gestion de soi, donc une fois qu'on a vécu ces émotions-là, qu'on les a reconnues, qu'est-ce qu'on en fait? Les gérer, exactement, les réguler. La conscience sociale, donc ça, c'est à travers les autres, l'écoute des autres, l'empathie aussi, comprendre les différences. Les habiletés relationnelles aussi, donc là, ça va venir jouer un petit peu dans nos habiletés sociales, de ce qu'on va discuter un peu plus dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, c'est là que vient en jeu la gestion des conflits, apprendre à communiquer, entretenir des relations positives, etc. Et aussi, finalement, la décision responsable. Donc, être capable de faire des choix éthiques, réfléchis, en tenant compte des conséquences pour soi, pour les autres, sur l'environnement, etc. Donc, vous voyez que, j'ai parlé un peu vite, mais ces 5 piliers-là, ils s'entrecoupent tous. Absolument. Même si aujourd'hui, on va parler plus des habiletés sociales, mine de rien, on va effleurer les autres parce que c'est tout interrelié. Tu sais, quand on parle d'émotions, c'est autant pour nous que pour les autres, puis là, on vient gérer le conflit là-dedans. Donc, c'est vraiment un melting pot là, de ces 5 compétences socio-émotionnelles. Donc, avec notre invitée d'aujourd'hui... Oui, on a le privilège de recevoir une de nos collègues, Corinne Bergeron-D'Amour, qui est psychoéducatrice au CSSMI. Corinne, est-ce que tu as le goût de nous parler là, brièvement de ton rôle comme psychoéducatrice? Oui. Dans le fond, les psychoéducateurs, il n'y en a pas dans toutes les écoles, malheureusement, mais on est là pour adresser, on appelle ça le 5 % de la pyramide. Fait que dans le fond, 80 % des élèves sont dans la zone commune, là, qui ont des besoins, dans le fond, d'un peu de monsieur, madame, tout le monde. Après ça, on a le 15 % qui souvent vont atterrir dans le bureau des éducateurs spécialisés, des TES qui ont des petites problématiques. Puis moi, je suis vraiment dans le 5 % dans le fond des élèves qui sont en bris de fonctionnement scolaire. Fait que mon travail, c'est principalement auprès de ces élèves-là, mais je suis beaucoup aussi en rôle conseil auprès des enseignants, auprès de la direction. Fait que quand il se passe des situations particulières, on vient me consulter. Malheureusement aussi, quand il y a des élèves qui ont des verbalisations suicidaires, là, je vais faire tout le processus d'éval suicidaire. Je vais aussi référer aussi quand les parents disent, mais c'est vraiment, tu sais, on fait un retour de suspension, c'est vraiment difficile avec mon enfant autant à la maison. Fait que moi, je peux faire des références aussi avec les services à l'externe, dans le fond, auprès du CIS. Donc, c'est un peu ça mon rôle au niveau scolaire. Fait que je viens en aide autant aux élèves, mais vraiment le 5 % là, qui sont en bris de fonctionnement, que je vais voir en suivi individuel, mais aussi à toute l'équipe école, dans le fond, quand ils ont des problématiques avec certains élèves. Oui, quand on se questionne, c'est à ta porte qu'on peut venir cogner pour avoir des pistes d'intervention. Donc, par la bande, ça sert à tous les élèves. Ça sert à tout le monde. Oui, absolument. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, on l'a dit, on parle d'habileté sociale, puis on avait le goût, en commençant l'épisode, de dresser un portrait sommaire, une forme de ligne du temps, si on veut, comment les habiletés sociales se développent, les grandes lignes du primaire jusqu'au secondaire.
Peut-être que ça va aider les parents à visualiser où en sont leurs enfants ou peut-être à comprendre « Ah, c'est pour ça qu'on vient de traverser telle phase, par exemple, qui a été peut-être un petit peu plus difficile. » Donc, c'est ça, on avait pu t'entendre là, sur les grandes lignes de tout ce qui a trait au développement des habiletés sociales prémenstruelles. Réajuster nos attentes aussi, peut-être, en tant que parents, des fois, là, comment ça, mon enfant fait pas ça? Ah, ben finalement, il est juste pas rendu là. Exactement. Ben, dans le fond, je vais partir de la base. C'est comment ça se développe les habiletés sociales chez l'enfant. Il y a un volet, dans le fond, qui est né, là, comme la marche. Un enfant qui ne sera pas stimulé, là, laissé tout seul dans un coin, il va finir par marcher. Mais sa marche ne sera peut-être pas optimale. Ça va peut-être amener des biais au niveau de sa musculature, son ossature, parce qu'il ne marchera pas de façon adéquate. C'est la même chose au niveau des habiletés sociales parce qu'on est des êtres humains, sociaux. On va toujours, dans le fond, chercher des interactions sociales. Fait qu'un enfant va avoir des bonnes compétences socio-émotionnelles en fonction de, son tempérament, mais aussi de ce que l'environnement, dans le fond, il va y avoir appris dans ses interactions sociales. Fait qu'un enfant qui aurait été resté dans un placard puis qui rencontre des gens va toujours avoir le désir d'aller vers les autres. Je vais dire un enfant qui est neurotypique, là, parce qu'il y a d'autres pathologies qui vont amener à ne pas chercher les interactions sociales, mais en général. Fait que c'est dans ce volet-là que ça se développe. Je dis toujours aux parents que, dans le fond, tu sais, en 0-12 ans, là, au primaire, là, mettez le plus de choses dans le sac à dos de votre enfant parce que c'est là qu'on enseigne, dans le fond, toutes les compétences socio-émotionnelles de base, la résolution de conflits, apprendre à vivre avec l'autre, être empathique. Toute la fondation. Le plus que tu vas mettre de choses dans le sac à dos de ton enfant, le mieux il va être à l'adolescence. Fait que c'est là qu'il faut investir, dans le fond, dans la petite enfance. Puis place les ancrages. Exactement. Parce qu'à l'adolescence, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ouvrir leur sac à dos. Ils vont tout mettre en dehors du sac à dos pour développer leur propre identité. C'est quand même un peu décourageant quand on entend ça. Mais, tu sais, plus que tu vas avoir travaillé les compétences socio-émotionnelles avec ton enfant à l'enfance, mieux il va se gérer rendu à l'adolescence. Puis il va prendre un peu, c'est là qu'il va chercher l'influence de ses pairs, fait qu'il va prendre un peu... tu sais, ben tel ami fait ça m'intéresse, je le mets dans mon sac à dos. Puis après ça, l'autre fait ça m'intéresse, je le mets dans mon sac à dos. L'autre aime ça m'intéresse, je le mets dans mon sac à dos. Puis là, il va jumeler, dans le fond, ce qu'on a mis comme base avec ce que les autres vont lui donner pour créer sa propre identité. Tu sais, l'adolescence, c'est ça. Puis des fois, j'appelle ça l'adolescence pour certains parents. Fait que ça peut être un petit peu, tu sais... confrontant, un peu plus difficile, mais tu sais, c'est la beauté de la chose quand on développe notre identité, puis c'est là qu'on apprend à découvrir qui est vraiment notre enfant. Et là, on se dit que c'est normal, donc on ne prend pas personne. Non, c'est ça. Si les bases sont solides, il y a plus de chances que l'adolescence revienne. L'adolescence, c'est la période où on est le plus influençable de partenaires. Fait que disons, ça, on revient au niveau de la petite enfance préscolaire. Là, c'est là qu'on a les premières interactions. Les bébés commencent à réagir aux stimuli sociaux, au sourire, à la voix, au toucher. L'attachement aussi qui est là par le parent, comment tu vas répondre aux besoins de base de ton enfant. Si tu réponds bien aux besoins de ton enfant, bien, l'attachement devient sécurisable, ça donne le goût d'interagir aussi avec toi. Ensuite, par le jeu, dans le fond, au niveau de 0-5 ans, on est plus dans le jeu parallèle. Fait que vers 2 ans, les enfants jouent à côté de l'autre sans vraiment interagir. Ensuite, on a le jeu coopératif. Donc, progressivement, ils apprennent à partager, collaborer, à prendre leur tour. Il y a le langage puis la communication qui se développe aussi. Ça nous aide parce qu'on voit, tu sais, les élèves qui ont un trouble de langage, souvent, tu sais, sont pas capables d'exprimer leurs besoins quand ils sont avec les autres. Fait qu'on va le voir, tu sais, que les niveaux sont souvent plus prompts. L'agressivité, souvent, est plus présente. Il y a plus de frustration. Ça s'exprime par les gestes plutôt que... Oui, c'est ça. Fait que le langage vient aussi raffiner nos interactions sociales avec les autres. Au niveau de l'âge scolaire, dans le fond, les enfants commencent à former des amitiés qui sont plus durables, basées sur des intérêts communs, sur la loyauté. Là, on voit vraiment que, c'est drôle parce que les élèves, quand ils me parlent, sont comme « Ah, c'est mon ami depuis la garderie. » Tu vois que l'intérêt, on fait de la gymnastique ensemble. Là, on voit vraiment que les liens d'amitié comme sont plus serrés. Et dans leur tête, souvent, ça va être des amis pour toute la vie entière aussi. Là, dans leur tête, là... ils vont quasiment se marier le même jour avec leur prince charmant. Puis, ils font des plans comme... Bien, on leur souhaite que ça dure, là, mais en même temps, ils ont cette certitude là, que ce sont leurs amis et ce sera ainsi pour toute la vie. Tandis qu'avant l'âge de 6 ans, on avait eu la même crainte là, que du passage de la garderie à l'école.
mes garçons, moi, il n'y avait aucun ami là, qui les suivait à l'école. Là, je me disais, ils vont tellement s'ennuyer. Ils se souviennent même plus de leurs amis de la garderie. Tu sais, c'est dans le sens que c'est dans leur cerveau, c'était... Tandis que là, s'ils quitteraient l'école, là, ils s'ennuieraient de leurs amis. C'est déjà plus solide, plus... C'est vrai. Puis, tu sais, même moi, je réfléchis, là, j'ai comme 2 meilleures amies, tu sais, qu'on est toujours amies aujourd'hui, là, à l'approche de la quarantaine. Puis, c'est des amies que j'ai rencontrées en 2e année primaire. J'ai changé d'école, chaque année en 2e année primaire. Puis, tu sais, c'est des filles que, mettons, parce qu'on a toute notre vie de famille, c'est tout intense, fait qu'on se parle pas chaque jour, mais mettons qu'on se voit... Tu sais, comme ça fait 2 mois qu'on s'est pas vus. C'est comme si on sait toutes l'une de l'autre, sans se parler, on se connaît. Tu sais, fait que c'est vraiment là la base que tu formes tes amitiés qui peuvent durer, tu sais, plus longtemps. Fait que, ensuite, dans le fond, autour de l'âge scolaire, on a les compétences sociales là, qui se développent au niveau de la négociation, de la résolution de conflits, de l'empathie, de la coopération. Fait qu'ils se développent. C'est ça. On est en apprentissage. Puis, tu sais, on avait invité les TES de notre école, les éducatrices spécialisées. Qui ne chôment pas. Oui, c'est ça. Ils sont vraiment là-dedans. Dans le fond, dans les élèves qui ont plus de difficultés au niveau des compétences socio-émotionnelles, là, de gestion de conflits, des relations interpersonnelles. Ils font vraiment beaucoup de coaching au niveau de tout ce volet-là, tu sais. Accompagnement, enseignement, prévention, tout. Puis ça les envahit beaucoup souvent, les enfants, dans le sens où non seulement ils apprennent à savoir comment faire, mais à savoir à quel point attribuer de l'importance à ce qu'ils vivent, parce que, en fait, mon rôle de maman me pousse à croire que parfois, ce n'est pas toujours, ce qui a trait à leur relation sociale est plus important même que les apprentissages de nature académique. Là. Fait que si c'est passé quelque chose sur le plan des relations d'amitié, là, c'est sûr qu'ils rapportent ça le soir à la maison. Puis ça ne prend pas beaucoup qu'ils sont envahis par ça. Donc, c'est apprendre à savoir quel niveau d'importance je dois donner à ces situations-là aussi, je pense. Oui. C'est sûr que ça prend beaucoup de place parce que justement, ils sont en train de créer leurs relations amicales, tu sais, de base qui vont durer pendant longtemps. Fait que ça prend vraiment beaucoup de place dans l'affect, mais dans le fonctionnement aussi, là, tu sais. Je le vois dans mon bureau quand j'ai des élèves qui viennent me voir puis qui me parlent de situations comme ça, comment c'est envahissant. Des fois, tu te dis comme adulte, ça sent difficile d'un point de vue extérieur. Quand on revient des récréations, puis qu'un élève a eu une altercation, un problème, un conflit avec des amis, souvent on le voit là, qu'on a pu leur parler de n'importe quoi, ça n'entre pas, ils ne sont pas disponibles en fait. Fait que vraiment, tout ce qui a trait aux relations sociales, ça peut avoir une influence sur tout le reste du développement. Oui. Puis ensuite, si on y va au niveau de l'adolescence, dans le fond, là, au niveau de l'identité sociale, les adolescents, ils cherchent à se définir par rapport aux autres et à trouver leur place dans le monde. Fait que comme je disais tantôt, c'est vraiment en création de leur identité. C'est là que les relations amoureuses commencent à se développer, puis ça devient un peu plus complexe. Là, tu sais, c'est drôle parce que je vois... Moi, mon expertise est plus en adolescence. J'ai travaillé plus en adolescence qu'au primaire. Cette année, c'est ma première année au primaire, tu sais, puis... Là, comme il y a un 6e année qui me disait « Ah, les filles, arc! » C'est comme « Ah oui, des fois, ça va venir. Ça va venir. » Fait que là, c'est vrai qu'on voit au secondaire là, que ça devient l'importance, là, les hormones rentrent en jeu. Puis on commence à voir chez certains 6e année. Mais... dans ma classe aussi, en 5e année, il y a des petits couples qui se forment, mais tu sais, c'est des couples, mais ça ne joue pas ensemble, ça se regarde pas, ça se parle presque pas, tu sais, c'est juste comme le terme. Juste pour dire qu'on explore un petit peu. Oui. Fait que, ensuite, à l'adolescence aussi, au niveau de l'autonomie, ils cherchent à affirmer leur indépendance par rapport à leurs parents, puis à construire leur propre réseau social. Fait que c'est là que, tu sais, là, les petits câlins, les petits bisous de maman, ça me tente pas. Là. Moi, je suis comme une personne à part entière, j'ai pas besoin de toi, mais il y a encore besoin que tu fasses leur toast le matin. Oui, c'est ça. Tu laves leur linge. Mais j'ai besoin de toi jusqu'à ça me tente. C'est ça. Puis l'influence du groupe de pairs devient vraiment importante. Fait que, tu sais, d'avoir un œil sur c'est qui les amitiés, puis les amitiés... c'est ça que j'allais dire. Comme parents, on espère tellement que les choix d'amis soient de notre point de vue adéquats. Là. Je me doute que ça doit être quand même... je vais me permettre de dire challengeant comme parent de voir que notre enfant choisit des amis qui ne seraient peut-être pas nos choix, mettons. Mais bon,
faut faire confiance. Ouais, c'est ça. J'imagine. Faire confiance. Mais tu sais, quand tu as les mêmes amis, puis que tu as des amitiés positives Au primaire, ça te suit au secondaire, quand tu as cette chance-là, c'est quand même... Wow. Ça donne, comme mettons, des chances de succès d'aller un peu moins dans la délinquance quand tu as le même groupe de pairs, tu sais. Mais quand tu changes d'école secondaire puis que tu perds tout ton réseau, là, c'est sûr que ça amène quand même des petits défis parce que tu vas aller t'allier avec les premières personnes que tu rencontres. Fait qu'on espère que ce soit des personnes positives. Mais si tu as ton bagage de base est positif, ben tu vas aller t'allier vers les personnes. Puis tu as des modèles relationnels aussi positifs, tu vas aller t'allier vers des personnes qui sont plus du même genre que toi. Bon, mais ça fait un beau, un beau une belle petite ligne du temps, un beau petit topo de... Là, on va aller, dans le fond, plus en profondeur dans ces relations-là, étape par étape. Dans le fond, de la petite enfance à l'adolescence, c'est quoi les facteurs qui influencent un peu, tu sais, le développement des habiletés sociales là, chez les jeunes? Oui. Bien, il y a la famille, c'est sûr, parce que c'est un premier lieu d'interaction sociale. Fait que les enfants, ça apprend par observation. Fait que, tu sais, ce qu'il va voir, il va le reproduire. Fait que ça va être... Puis s'il va en garderie aussi, tu sais, ça va être les endroits où il va développer, dans le fond, ses compétences socio-émotionnelles de base. C'est sûr que le style parental, la qualité des interactions familiales, le climat émotionnel à la maison va jouer vraiment un rôle crucial sur le développement de tout ça. Un enfant qui grandit dans un milieu familial où il y a énormément de conflits, il va apprendre, et ce qu'il va voir, c'est que la façon dont on interagit un à l'autre, ça va être par le conflit, en criant. Parce que ça devient sa normalité à lui. Oui, c'est ça. Fait que il y a aussi les pairs, les amis, les camarades qui se développent. Dans le fond, les groupes sociaux, ça a vraiment un impact significatif, là, dans le fond, sur le développement. Moi, je vois vraiment une différence, justement, ceux qui sont allés à la garderie versus ceux qui sont pas allés à la maison, sont restés à la maison. Ben, tu sais, il y a des parents qui sont à la maison puis qui vont faire, tu sais, des haltes garderies, des activités sociales. Mais il y a d'autres enfants que j'observe, tu sais, qui ont un peu moins été en interaction avec d'autres enfants. Quand ils arrivent à l'école, moins d'opportunités, si on veut, de développer leurs compétences. C'est plus difficile, là, tu sais. Puis c'est aussi la vie de groupe, d'être, tu sais, là, sont à la maternelle, un adulte pour 20 enfants. Fait que, tu sais, il faut que tu t'habilles toute seule, il faut que tu gères le bruit aussi d'un groupe aussi nombreux. Puis la bulle aussi. Oui, la bulle des autres. Fait que c'est quand même un gros déséquilibre pour ces enfants-là quand ils arrivent, là, tu sais. Fait que un truc que j'aurais à donner aux parents là, qui dans le fond, qui sont dans ce choix-là, tu sais, c'est merveilleux parce que ça développe un lien super fort avec le parent. Mais ça serait de faire des activités en dehors, tu sais, de les inscrire justement, mettons, au soccer de la ville. Comme ça, tu sais, même si ton enfant, tu sais, va, dans le fond, fait pas partie d'une garderie, il va rencontrer d'autres enfants du quartier puis qui vont peut-être être à l'école ensemble. Fait qu'il va avoir comme un point de repère dans la cour d'école. Ça risque d'être sécurisant. Oui, c'est ça. Puis ça va lui permettre de, justement, développer ses compétences socio-émotionnelles parce qu'il va interagir avec d'autres enfants de son âge. On n'y pense pas nécessairement comme adulte parce que pour nous, c'est devenu automatique. Oui, on se souvient pas du parcours qu'on a fait. Non, c'est ça. Mais moi, je me souviens même d'avoir eu à enseigner à mon fils comment se faire un ami, comment entrer en contact avec, parce que à la garderie, je veux dire, ils étaient à la pouponnière ensemble, fait qu'il n'a jamais eu besoin de créer un premier contact. Ils se connaissaient depuis qu'ils étaient nés. Mais là, en allant à l'école puis en n'ayant aucune connaissance, il a fallu qu'on ait la discussion de dire, ben tu dis bonjour, moi je m'appelle, toi c'est quoi ton nom, as-tu envie de jouer avec moi? Tu sais, j'avais comme pas réalisé que c'était un enseignement qu'il faudrait que je fasse un jour avec mes enfants. Tu sais, fait que des fois, c'est vraiment de revenir à la base complètement. Puis moi, je le voyais, là, les premières journées d'école, je suis beaucoup allée auprès des préscolaires dans ma cour d'école parce que, mon Dieu, j'étais comme, oh là là, c'est quand même intense comme, tu sais... Comme changement. Ils arrivent dans la cour d'école, il y a une zone identifiée maternelle, mais il y a comme tous les autres enfants qui jouent au ballon poire, cerceau. Le 3/4 des enfants ne savaient pas utiliser un cerceau. Il y avait une énergie palpable, il y a du mouvement, du bruit, tu les vois, là, sont comme ils se mettent dans un coin puis ils observent, là, ceux qui ont moins été, ceux qui ont déjà des amis, des personnes qui connaissent, mais ils vont faire un jeu avec cette personne-là, mais je le voyais, là, ceux qui avaient personne, ils étaient comme dans leur coin
en train de dire « Mais qu'est-ce qui se passe? » tu sais? Même moi, comme parent, de voir mon enfant aller dans la cour d'une école primaire, puis il n'y a pas à dire, là, je suis enseignante au primaire, là, mais juste de voir mon petit coco qui fait son entrée sur la cour d'école, même pour moi, je trouvais ça gros. Fait que, je me dis, dans son cœur, à lui, ça devait être quelque chose aussi. Oui, c'est clair. Fait que dans le fond, un autre facteur aussi qui peut influencer tout le développement, ça va être aussi les médias, dans le fond, à ce que les jeux vidéo, à ce à quoi l'enfant va être exposé. De plus en plus maintenant, là, en 2025, ça devient... Puis il y en a qui s'identifient, tu sais, je regarde mes élèves justement de 5e année, là, ils commencent à vraiment s'identifier beaucoup à ça, là, versus, tu sais, on disait la famille, les pères, etc. Là, tu sais, c'est les influenceurs, les youtubeurs, ça a un gros... Puis les jeux vidéo aussi, tu sais, je trouve que c'est important, comme parents, on a la responsabilité de faire attention à ce que nos enfants utilisent comme jeux vidéo, mais aussi quelle émission ils regardent sur YouTube. C'est facile de partir en vidéo sur YouTube, mais après ça, ça part sur une chaîne, puis des fois, c'est pas toujours adéquat, là, tu sais. Fait que moi, je suis très comme anti-écran, comme parent, moi-même, parce que je connais tout l'impact des écrans. Fait que, mais ça peut avoir une influence des enfants qui ont accès. Je dis pas que c'est le démon, les écrans, mais il y a des choses qu'il faut filtrer le contenu, c'est ça. Des limites, un cadre. Ce qui me vient en tête, c'est le fait que, en fait, je me demande, parce que mon impression, c'est que les enfants n'ont pas tous naturellement la même aisance, si on veut, en relation avec les autres. J'ai l'impression que certains enfants comprennent, et là, je mets des guillemets parce que je suis pas certaine que c'est le bon terme, là, mais certains enfants semblent comprendre plus facilement que d'autres comment faire pour rentrer en relation, comment faire pour entretenir des relations. Et là, ça me pousse à te demander, c'est quoi les défis, mettons, typiques là, que les enfants peuvent rencontrer justement durant leur apprentissage, là, quand ils apprennent à développer leurs compétences socio-émotionnelles dans le but de les utiliser pour se faire des amis, finalement. Là, c'est quoi les défis plus typiques, plus communs? Bien, dans le fond, tu sais, les 3 choses qui sont à développer, c'est l'apprentissage des règles sociales, fait comment se comporter dans différentes situations, les compétences sociales, dans le fond, comment partager, comment coopérer, comment résoudre des conflits, comment se réguler. Fait que ça, c'est comme les 3 choses de base, là, tu sais, qui amènent des petits défis, mais ça vient de ton tempérament. Tu sais, le tempérament, ça arrive dès la naissance. Dans le fond, c'est un bagage génétique qu'on obtient de nos parents. Ça peut être influencé par la famille puis tout le volet social. Fait que comme je disais tantôt, tu sais, les interactions sociales que tu as puis le milieu dans lequel tu grandis vont vraiment avoir un impact sur comment tu vas, justement, ton tempérament va finir à la base. Tout le temps, j'ai 3 enfants, moi, avec le même père, tu sais, le même bagage génétique, c'est la même c'est ça, la même maison. Il n'y a rien qui a changé, là, puis j'en ai eu 3 en 20 mois. Fait que, tu sais, il n'y a pas eu grand changement dans mon milieu, là, malgré que des jumeaux, c'est un gros changement. Fait que, mais j'ai les 3 types de tempéraments. C'est quand même fou pareil, là, tu sais, tu te dis, voyons, comment ça, genre, mes valeurs sont les mêmes, mes interventions sont les mêmes. Ça prouve que c'est vraiment... c'est vraiment très fort, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, quand tu étudies en psychoéducation, c'est comme quand tu analyses tes enfants, tu analyses... C'est difficile d'être un parent avec comme ce bagage de connaissances-là, tu sais, parce que tu veux tout faire parfait, parce que tu sais que tu fais ça, ça fait ça. Oui, j'imagine. Mais là, tu arrives avec un enfant, ma première, tu sais, c'est comme l'enfant au tempérament facile. Tu sais, il y a 3 types de tempéraments. Il y a le tempérament facile, difficile, puis le tempérament un peu plus lent à s'adapter. Fait que ma première, tempérament facile, genre d'enfant que tu te dis, mon Dieu, c'est si facile. Genre de 10, tu sais, comme ça va si bien. Fait que elle, là, tu sais, je l'amenais partout avec moi, elle dormait. Ton sentiment de compétence de père est à son tour. On se trouvait tellement bon, là. C'est ça, là, que, tu sais, on partait en voyage pendant mon congé de maternité. Aucun problème. Écoute, on l'amène en poussette au restaurant, même s'il est 10 heures, elle dort dans sa poussette, elle ne dérange pas, tu sais, elle mange tout. Tout était facile avec elle, tu sais. Fait que je me disais, mon Dieu, c'est donc bien merveilleux être parent, c'est si facile. Après ça, il y a eu mes jumeaux. Puis, l'enfant, c'est un gars, une fille, mes jumeaux. Puis, ma cocotte, écoute, dès les premiers mois de vie, là, je voyais son tempérament, elle était difficile. Parce que
quand elle pleurait, là, c'était d'une intensité, là, comme... J'étais comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Puis, si je répondais pas, tu sais, mais j'en avais 2 à allaiter, là. Mettons, j'avais son frère, là, après ça, je la déposais, puis elle voulait pas encore. Mais là, je le voyais déjà, là. C'est comme... J'étais comme, oh my God, j'ai pas fini avec elle, tu sais. Je voyais déjà son tempérament à elle, comment, tu sais, sa mèche était plus courte, tu sais. Puis qu'il faut travailler, puis je le vois, là, tu sais, là... mais les jumeaux, ils ont 3 ans et demi, puis je le vois avec elle, là, tu sais, partager, c'est difficile. Reconnaître les besoins de l'autre, c'est un peu plus difficile. Tu sais, le délai de réponse à ses besoins, c'est plus court. Fait avec elle, avec ma première, j'avais beaucoup moins à faire de l'enseignement. Ça venait naturellement, l'empathie. Tu sais, toutes les éducatrices à Yandry me disaient, mon Dieu, c'est tellement facile avec elle, tu sais, être advenante des besoins des autres. L'autre a besoin d'un peu plus d'accompagnement puis coaching. Mais tu sais, heureusement, comme parents, nous, on a les outils puis on travaille avec elle, tu sais, comme sa gestion de la colère, puis apprendre à utiliser tes mots. Le langage est venu un peu plus tard aussi chez mes jumeaux que ma première. Fait que j'ai vu aussi l'impact, tu sais, j'ai vu qu'ils ont mordu beaucoup plus, tapé. Fait que c'était, quand t'as pas ce bagage-là, dans le fond, quand t'as un petit retard au niveau du langage, puis que tu as un tempérament plus difficile, tu vas être amené dans tes interactions à... D'autres façons. C'est ça, à avoir réponse à tes besoins. Tout en tient à te faire voir et entendre. Mais en même temps, cet enfant-là, au tempérament difficile, c'est comme un rayon de soleil. C'est soit c'est noir ou c'est blanc. Il n'y a pas de zone grise avec elle. Elle est tellement heureuse aussi quand elle est heureuse. C'est elle qui fait l'animation de la maison. Puis, tu as son jumeau qui est comme un peu plus un tempérament lent. Tu sais, lui, quand il arrive dans un nouvel environnement, il faut qu'il s'adapte. Ça y prend du temps. S'habiller, c'est plus long. Tout est plus lent. Tu sais, fait que... mais ils ont tout... peu importe le tempérament, ça fait leur charme, là, tu sais, leur personnalité à tous et chacun. Ils ont toutes des forces. Mais ça demande, comme parents, dans le fond, d'adapter notre enseignement des habiletés socio-émotionnelles en fonction de chacun de leurs défis, tu sais. Ma fille, avec le tempérament facile, s'affirmer, c'est plus difficile. Tu sais, je le vois dans ses interactions, comment elle se fait mener par le nez un peu par les autres. Parce qu'elle est conciliante, parce qu'elle est douce. Mais si elle arrive avec une personnalité plus leader dans ses amis, bien là, je vois que, tu sais, elle va donner le jouet, tu sais, elle va, dans le fond, mettre un peu son bien-être à elle de côté pour plaire à l'autre, tu sais. Fait que ça, on doit l'apprendre aussi. C'est comme plus fort que moi de faire ce parallèle-là, dans le sens où tu parles que tu as 3 enfants qui ont une personnalité bien différente. Puis là, moi, je pense à notre classe qui a 20, 25 enfants. Exact. Avec toutes des personnalités Exactement. C'est sûr que toi, en ayant tes propres enfants à la maison au quotidien, tu le vois de plus près encore. Nous, c'est peut-être un petit peu plus dissipé, mais reste qu'on a en moyenne 25 enfants par année dans notre classe qui ont tous une personnalité, un tempérament puis un bagage d'expérience différent. Fait que ça me fait réaliser à quel point on a à s'adapter continuellement. Bien, puis on dirait que j'ai envie de parler aux parents dans le sens que, tu sais, oui, à l'école, évidemment, c'est vraiment propice à développer les habiletés sociales, mais justement, à la maison, quand vous avez juste vos enfants, c'est le temps, tu sais, d'enseigner, de faire du pouce sur ce qui se passe, de poser des questions sur des vies sociales à l'école, pour pouvoir justement remplir leur sac à dos, tu sais, puis pour qu'ils soient plus équipés à l'école aussi, parce que je pense que c'est plus facile quand on a 2, 3, 4, mettons, à la maison que 25 dans une classe. Là. Heureusement, il y en a qui fonctionnent bien. Oui, puis la plupart fonctionnent assez bien, on va se le dire, là, mais il reste que autant c'est propice à développer ses compétences socio-émotionnelles, l'école, autant c'est propice à être confronté à des situations qui peuvent être des défis, qui peuvent nous questionner, qui peuvent nous rendre inconfortables. C'était comme un parallèle que je ne pouvais pas le garder pour moi. Je sais que ma cocotte, avec son tempérament plus difficile, je sais qu'à l'école, ça va être confrontant. Parce que je le vois déjà dans un groupe de 10 à la garderie, tu sais, comment la proximité pour elle, c'est pas facile. Tu sais, elle va être vraiment plus prompt à répondre. Fait que je me dis, elle va peut-être être dans le petit 15 là, tu sais, qui va des fois être au local des TES. Malgré tout l'enseignement que je vais avoir fait, des stratégies à mettre en place, je sais que pour elle, ça va rester un défi pour sa vie, tu sais. Fait que le plus que je vais mettre d'outils, le moins de chances qu'elle va finir au local des TES.
d'autres défis aussi liés aux habiletés sociales. J'imagine quand on a comme une lacune en habileté sociale, ben des fois, on est exclu un petit peu. Le rejet, l'intimidation, ça peut venir de là aussi. J'imagine aussi des troubles d'apprentissage peut-être qui découlent de... Oui, mais comme j'ai dit, c'est sûr que quand on a un trouble du langage, souvent, ça va amener un peu plus de difficultés. Si on a un déficit de l'attention avec hyperactivité, ben ça amène aussi à avoir une petite mèche plus courte. Donc, ça peut amener justement des difficultés dans nos relations interpersonnelles de par nos petits défis puis notre bagage génétique. C'est pour ça que c'est important comme parent puis comme personnel scolaire de comprendre pourquoi cet enfant-là, dans le fond, réagit comme ça. Oui, ça vient de quelque part. Oui, des fois, les profs viennent me voir me dire hey, tel élève, là, je remarque telle chose, c'est difficile. Puis là, moi, je vais aller avec des grilles d'observation pour voir est-ce qu'on est vraiment dans des comportements qui ressemblent à un TDAH, puis est-ce qu'une médication pourrait aider cet élève-là, justement, à travailler le volet impulsivité aussi dans ses interactions. Tu sais, des fois, les parents sont réticents à ajouter une médication, mais quand tu es bien ajouté, puis je dis pas que c'est facile de trouver la bonne molécule, mais quand tu es bien ajouté, on va voir une diminution au niveau de l'impulsivité, des meilleures interactions sociales. Parce que quand tout le temps, tu deviens un peu... t'es prompt, puis c'est difficile dans tes interactions sociales, ben tu vas te faire exclure des autres parce qu'on dit, lui, c'est tout le temps des conflits, toujours de la chicane, il me donne toujours des coups, fait que ça donne... Alors que l'enfant n'est pas mal intentionné du tout de par ses réactions, ses comportements peut-être un petit peu envahissants, c'est aucunement mal intentionné, mais ça reste reçu parfois. Ça reste un choix parental. Oui, exactement. C'est ça. Il y a plein d'autres choses, c'est justement avec ces enfants-là, quand on leur enseigne encore plus les compétences socio-émotionnelles, qu'on fait de la résolution de conflits, modéliser, qu'on fait des situations sociales. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, même moi, dans mon bureau, tu sais, j'ai un élève en suivi qui, au niveau du langage, ça peut être un peu plus difficile. Fait que on fait justement des scénarios sociaux, tu sais. Fait que j'ai plein d'outils sensoriels. Puis là, tu sais, jouer avec un outil sensoriel, j'y attrape. Là, je dis, comment tu te sens? Puis là, il est comme... Pourquoi qu'elle a arraché ça? C'est un adulte. Fait que là, j'y remets. C'était inattendu. Fait que là, il me regarde et dit pourquoi tu l'as enlevé? J'y reprends. Fait que là, il me regarde, qu'est-ce qu'elle fait, elle? C'est bizarre. Mais en même temps, j'ai dit, tu comprends-tu que quand tu es dans la cour d'école, tu sais, puis que tu fais ça, un ami, il joue au ballon, tu y attrapes son ballon. Comment tu t'es sentie quand j'ai attrapé ça? Fait que plus ils sont en contact avec des situations, plus ils vont apprendre à les vivre sainement. C'est ça. On a un jeu de société qui s'appelle un pro-social, dans le fond, puis c'est justement toutes des interactions sociales qu'on peut travailler avec les élèves. C'est un peu plus pour les plus grands, moins que le primaire, mais tu sais, on peut adapter justement en faisant des jeux de rôle comme ça de situations difficiles. Fait que si notre enfant nous dit « Ah, tu sais, j'ai vécu ça à l'école, OK, qu'est-ce que tu aurais pu faire, toi, dans cette situation-là? » Puis de le mimer, tu sais, puis de l'acter avec eux, tu sais. Est-ce que, admettons, ça ne vient pas à l'esprit de l'enfant naturellement, là, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Est-ce qu'on peut utiliser les peurs? Est-ce qu'on pourrait utiliser la fratrie, tu sais, en guise de ressources, là, pour inspirer, pour modéliser, tu sais? Je sais que des fois, les parents, nous, on n'a comme pas rapport, là, du haut de notre rôle d'adulte, là, de leur point de vue. Fait que peut-être que les pères, ça pourrait être une idée, en parler avec les amis. Oui, c'est ça. On va en parler un peu plus tantôt, des stratégies que les parents peuvent utiliser, dans le fond, quand les enfants leur rapportent des situations qui les rendent envahissants un peu plus, là, quand ils arrivent à la maison, puis avec leur petit bagage de la journée. Oui, exactement. Fait que dans le fond, là, on a fait un tour des défis un peu que les enfants peuvent rencontrer pendant leur parcours d'apprentissage socio-émotionnel. Mais dans le fond, d'avoir des bonnes habiletés, là, ça a des avantages. On veut ça. Parce que ça nous permet, bien, évidemment, d'avoir des relations saines et positives, mais aussi d'avoir des meilleures, dans le fond, une meilleure intégration scolaire. Puis parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est plus facile pour toi d'entrer en contact. Tu vas avoir des amis, tu vas avoir des gens avec qui être pendant la récréation, quand tu vas faire des travails d'équipe. Fait que tu seras pas le dernier, tu sais, pris de tout seul que le prof doit jouer avec quelqu'un. Tu sais, ça, c'est un peu plus difficile pour l'estime. Hein? Ça donne un estime de soi justement renforcé. Le fait d'être accepté puis apprécié par les autres, ça contribue à développer une image de soi qui est plus positive. Ça donne une résilience accrue. Les enfants qui ont des bonnes habiletés sociales sont mieux équipés pour faire face aux défis puis aux changements, tu sais, je dis. Parce qu'ils ont une confiance un peu en leur capacité, donc... C'est ça, tu sais, ma fille qui a un tempérament facile, tu sais, peu importe la situation que tu la mets,
Elle va se faire des amis, être un petit peu gênée quand même. Là, ça on le travaille, mais peu importe la situation que tu la mets, elle va comme s'adapter, c'est ça, plus facilement, tu sais. Ça va aussi développer des relations interpersonnelles de qualité. Donc, ils sont plus capables de nouer des amitiés qui sont solides, qui vont perdurer dans le temps. Donc, peut-être des enfants qui vont moins se promener d'un ami à l'autre, qui vont être plus fidèles à une personne ou un groupe de personnes. Puis, tu sais, d'avoir, c'est pas, t'as pas des meilleures habiletés socio-émotionnelles si t'as 42 amis que t'en as 2. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est la qualité des interactions, tu sais. Fait pour des enfants, ça peut être correct d'avoir juste un bon ami avec qui je suis tout le temps, tu sais. Fait que, comme, faites-vous pas de soucis comme parents de dire « Ah, mon enfant, il y a juste un ami. » Mais si c'est un bon ami, c'est un ami positif avec qui, justement, il y a des intérêts qu'il peut échanger, ben je pense que c'est gagnant. C'est mieux ça que 42 amis futiles exactement. De temps en temps, qui sont pas toujours adéquats. Puis... Bien, justement, par rapport aux amitiés, moi, je me demandais, est-ce que le besoin d'amitié varie d'une personne à l'autre ou d'un âge à l'autre, dans le sens où j'ai l'impression que certains enfants ont moins besoin d'avoir des amis que d'autres, alors que d'autres ont absolument besoin d'être continuellement entourés. Donc, est-ce que c'est une question, encore là, de tempérament et de personnalité, le fait d'avoir besoin d'être entouré, ou, tu sais, à un certain point, à un certain âge, ce besoin-là fluctue, se change au fil du temps? Mais dans le fond, au niveau de la petite enfance, ça va être les jeux simples et les interactions physiques qui vont dominer. Puis après ça, au niveau de l'âge scolaire, bien, les amitiés, c'est basé sur les intérêts communs puis la loyauté. Tu sais, c'est plus que les amitiés vont se définir puis perdurer dans le temps. Si votre enfant se nomme qui sent seul à l'école, qui a peu d'amis, bien, ça pourrait être une bonne idée aussi de l'inscrire à des loisirs de la ville. Parce que, tu sais, comme on dit que ça se développe par rapport à des intérêts. Tu sais, si mon enfant aime beaucoup le dessin, je l'inscris à des cours de dessin. Il y a des bonnes chances que je développe des amitiés, puis que même si cet ami-là n'est pas dans ma classe, dans le même niveau que moi, bien, je vais le voir dans le cours d'école, tu sais, je vais avoir des points de repère. Fait que c'est important d'avoir des amis pour tout le monde, mais le nombre, c'est pas important. Dans le fond. C'est la qualité puis les intérêts, dans le fond, communs qui vont définir comme les bonnes relations. Puis à l'adolescence, là, j'imagine, ça se complexifie un petit peu, ça devient un peu... Bien, ça devient majeur, là. C'est le centre de leur vie. On n'a pas dit vital. Oui, c'est ça. Oui, bien, c'est ça. À l'adolescence, c'est là qu'on voit que le groupe de pairs, là, ta gang, là, ça devient vraiment important. Puis les relations, elles deviennent aussi plus complexes, là, parce que là, il en rentre des relations amoureuses. Fait que là, c'est comme beaucoup plus... difficile, ça amène un peu plus de chicane. Tu sais, on en parlait l'autre fois, là, moi, je vois les 4e années, on dirait, là, c'est comme un moment où est-ce que, là, on dirait que le début de la gang, ça commence autour, là, du dernier cycle du primaire, là, tu sais, 4e année, je le vois comme ma gang, ça commence à être important, à prendre de l'ampleur, encore plus de conflits, à me regarder telle façon. Oui, j'ai l'impression. Ben, ça m'amène un peu à ma prochaine question. C'est ça, on dirait qu'il y a comme un âge, là, vers 9-10 ans, là. Moi aussi, ben, tu sais, je suis en 5e année, fait que c'est pas loin, là. Le nombre de fois, on rencontre de parents, que j'ai des parents qui viennent me dire « Je comprends pas. Elle n'a jamais eu de chicane. Ils sont amis depuis la maternelle. Tu sais, ça a toujours bien été. Puis là, depuis le début de l'année, ça marche pas, ça chicane, ça... Tu sais, on dirait que c'est comme justement là, le début de... Est-ce que ce serait dû à la préadolescence, les hormones? Parce que j'ai l'impression que souvent, ça implique, bon, plus souvent qu'autrement des filles. Je sais pas si ça, c'est mon expérience qui me le démontre. Ben moi, cette année, je dirais que c'est les deux équilibrés chez les deux sexes. Je me dis, est-ce que c'est une question hormonale, le fait qu'elles ont l'air d'avoir la mèche plus courte, tu sais, comme elles le prennent plus personnel des fois, là. Alors la peur de ne plus avoir d'amis aussi, là, ou d'être mal perçue. L'image, dans le fond, par rapport à l'autre, moi, je le vois vraiment aussi là, vers ces âges-là. Fait que je pense qu'il y a un volet aussi de hormonal, puis de comment je commence à enlever des choses de mon sac à dos, une identité sociale qui commence à débuter, là. Fait que je vois vraiment à ce niveau-là plein de choses qui commencent à apparaître là, dans les relations interpersonnelles. C'est un sujet qui revient vraiment souvent. Dans ma classe cette année, ce que j'observe aussi, c'est un peu de la jalousie, là. Tu sais, je pense qu'il y a un petit peu le côté populaire qui commence à rentrer. Fait que là, il y en a pour certains que là, le nombre d'amis, ça devient important. Fait que là, ils commencent à aller comme... Tu sais, il y avait 2-3 amis
solide depuis longtemps. Puis là, il commence à aller explorer ailleurs. Puis là, ces amis-là trouvent pas ça drôle là, que l'autre. Fait que là, ils se mettent à être jaloux des autres amis. Ouais. C'est comme une des causes là, cette année que j'observe. La fameuse popularité. Ouais. Mais la possibilité amicale, je trouve ça très, très... on le voit souvent, puis je trouve ça quand même préoccupant, un enfant qui en vient à justement jalouser que ton ami aille parler à un autre, puis c'est quelque chose qu'on adresse beaucoup dans les groupes, justement, que si ton ami va parler à une autre personne, ce n'est pas parce qu'elle est plus ton ami, elle a le droit d'avoir des intérêts ailleurs qu'avec toi. Toi aussi, tu dois développer ça, mais c'est comme si chaque personne se développe justement différemment au niveau de ses habiletés sociales, fait qu'il y en a qui sont plus rendus au niveau de la gang, puis il y en a qui sont encore plus avec leur petit la fidélité, tu sais, fait que je pense que c'est là que ça crée les conflits parce qu'ils ne sont pas tous rendus au même stade de développement. Oui, puis on dirait que ça, comment je pourrais dire, ça exacerbe des situations conflictuelles, le fait qu'il y a une possessivité dans le sens où des fois, ça ne fonctionne pas bien. Chacun aurait gagnerait à prendre ses distances, à faire de l'air pour ensuite se retrouver, s'apprécier mieux. Mais on dirait que il ou elle s'obstine à demeurer ensemble par principe, par possessivité, mais il n'y a rien de bon là-dedans là, parce que ça me fait... fidélité abusive, des fois, là, j'en ai eu, là. Ben oui, mais, tu sais, je pense que ça fonctionne pas, là, maintenant, vous deux. Oui, mais on est amis depuis la maternelle. Oui, OK, ça fonctionnait bien depuis la maternelle, mais là, peut-être que, tu sais, vous avez pris des chemins différents, vous avez des intérêts différents, peut-être que là... C'est le temps de prendre une petite pause. Des fois, c'est une petite pause pour mieux se retrouver après. Ce n'est pas cesser d'être amis, c'est juste d'aller voir ailleurs un petit peu, puis de revenir un peu plus tard dans un meilleur état d'esprit. C'est très difficile. Puis comme on disait aussi, tu sais, l'importance donnée au conflit, là, tu sais, des fois, une petite bisbille, là, peut devenir tellement gros que ça brise une amitié, mais que ça aurait pu être résolu puis réglé... peut-être avec de meilleures compétences socio-émotionnelles. Mais j'ai l'impression aussi que c'est comme un cercle vicieux, dans le sens que meilleures sont tes compétences émotionnelles de base, mieux, plus facile pour toi, ça va être de les travailler. Et meilleures vont devenir tes compétences socio-émotionnelles. Et à l'inverse, moins tes compétences socio-émotionnelles sont bonnes, plus ça va être difficile pour toi de les travailler. Puis, t'as raison, c'est comme... Ce n'est pas rare, plus grand. Ce n'est pas rare qu'un enfant qui a des enjeux sur le plan relationnel les traîne longtemps. Moi, j'ai cette impression-là. Souvent, c'est les mêmes élèves qu'on rencontre dans le corridor pour les encadrer dans la gestion de leurs conflits. Puis ça revient. Puis probablement que l'année d'après, ça revient encore. Donc, il y a comme une récurrence chez certains élèves qui vraiment ont de la difficulté avec... Mais c'est pour ça que c'est important d'adresser la fonction dans le fond, du dysfonctionnement de cet élève-là. Pourquoi est-ce qu'il est toujours dans des conflits? Qu'est-ce qu'on doit aller travailler? C'est quoi le besoin en arrière de ça? C'est-tu le besoin d'appartenance à un groupe, le besoin de s'affirmer, puis il n'y a pas les bonnes capacités pour s'affirmer? Fait que c'est là où est-ce que les professionnels, souvent, on va rentrer en compte pour aller observer puis comprendre le besoin, ou les TES, dans le fond, pour aller comme voir, c'est récurrent, là, celui-là, on le voit toujours, on arrête, là, tu sais, fait que il y a quelque chose qui est à adresser puis à travailler, tu sais, puis c'est là que c'est important qu'on fasse un travail d'équipe avec les parents aussi, tu sais, quand on met des objectifs à travailler, que les parents le font aussi à la maison. Il y a un livre que j'aime vraiment, je l'ai passé à un élève, fait que je peux pas vous le montrer, mais c'est les bons trucs font les bons amis. Puis dans ce livre-là, il y a un chapitre justement quand il y a une tempête, tu sais, comme comment prendre une pause, comment le nommer à ton ami. J'adore ce livre-là. C'est un petit livre super facile à lire avec votre enfant ou qui peut lire tout seul. Moi, justement, là, je l'ai passé à un élève qui a de la difficulté dans ses relations interpersonnelles. J'ai dit, j'aimerais ça que tu le lises, puis ça se lit comme en une soirée. C'est un petit livre très facile. Qui s'adresse aux enfants. J'aimerais ça que tu le lises, puis on va s'en reparler ensemble. Puis on va regarder des situations que tu as vécues, puis on va faire de l'utilisation des connaissances que tu as acquises par rapport à ça. Ça peut être un bon outil comme ça. On va mettre les informations, les notes du podcast. On se retrouve pour un deuxième bloc. On réalise qu'on a effleuré le sujet du conflit sans réellement prendre le temps de s'arrêter et de définir qu'est-ce qu'un conflit. Bien, dans le fond, je vais vous lire la définition de la LIP, la loi de l'instruction publique, qui explique qu'est-ce qu'un conflit. Dans le fond, le conflit, ça peut entraîner des gestes de violence. Les conflits, c'est nécessaire pour apprendre. Ils font partie de la vie. Ils peuvent se régler soit par une négociation, médiation.
l'intimidation, c'est pas un conflit, c'est une agression. Fait que, tu sais, ce qu'il faut retenir du conflit, c'est que c'est normal et ça fait partie du développement, puis c'est un apprentissage. C'est quasiment souhaitable, en fait. Oui, on veut qu'il y en ait pour pouvoir utiliser ça comme levier d'enseignement, d'apprentissage. Le conflit, c'est un désaccord, une mésentente entre deux ou plusieurs personnes qui ne partagent pas le même point de vue parce que leurs intérêts s'opposent. Donc, un bon ami, c'est être capable de naviguer à travers les conflits. Parce que dans la vie d'adulte, peu importe le type de relation qu'on partage, on en vit des conflits de différentes envergures. Donc, aussi bien apprendre à savoir comment gérer le tout quand on est enfant. Hein? Oui, ça va faire de nous un adulte un peu plus socialement compétent. Exactement. Et là, comme parent, justement, quand mon enfant vit des conflits, comment est-ce que je peux l'aider? Comment est-ce que je peux l'accompagner? Parce que là, c'est difficile, mais comme parent, on veut pas s'en mêler, on veut guider notre enfant. Ben, dans le fond, moi, j'aime beaucoup les stratégies de quand ça se complique. Je vous ai parlé tantôt du livre les bons trucs font les bons amis. Ouais. Tu m'excuses. Donc, garde, dans le fond, il y a comme des petites étapes là, quand tu vis un conflit. Donc, en premier, garde ton calme, évite de parler dans le dos de l'autre. Ça, c'est les conseils à donner. Oui, c'est les conseils à donner. Réfléchis avant d'agir. Fait que, tu sais, comme quand j'ai toujours pris un petit temps, là, puis avant de frapper, comme réfléchis à ce qui s'est passé. Écoute d'abord la version de l'autre avec toute ton attention. Fait que, écoute ce que l'autre a à dire. Raconte ensuite ta version en parlant de tes émotions. Utilise les 5 clés de la communication. J'adore cet outil-là que j'ai dans mon bureau, que j'utilise tous les jours avec les enfants. C'est les 5 astuces de la communication. On peut le trouver en ligne sur le site de Midi 30. Donc, choisis le bon moment. S'assurer que tout le monde est calme, dans le fond, avant de parler puis de régler le conflit. On s'exprime au « je » et formule des demandes claires. Je voudrais que je me suis sentie de telle façon. Au lieu de dire... il m'a fait ça. Oui, c'est ça. Tu m'as fait ça, puis fait que là, c'est mieux de dire comment ton émotion puis tes sentiments à toi au jeu. S'en tenir aux faits. Fait qu'évite les jugements ou les interprétations. Valider la compréhension après ça ou la solution. Si je comprends bien, je propose que. Fait que c'est 5 petites astuces, puis vous pouvez l'imprimer, l'avoir chez vous. C'est gratuit sur le site de Midi 30, les 5 astuces de la communication. C'est vraiment super. Tu parles d'écoute, puis ça semble être simple, tu sais, quand on le dit comme ça, mais être à l'écoute de l'autre, c'est pas simple. Puis pas juste pour les enfants, là, pour les gens en général, là, je pense que c'est ça, par mon expérience, qui est le plus difficile, hein, de s'arrêter, puis d'être comment je pourrais être attentif réellement à ce que dans le moment présent, avant d'être en train de formuler une attaque ou une réponse ou une défense. Malgré le fait que nous, là, on a des émotions qui sont peut-être vives, là, puis on a le goût de les nommer, de les mettre de l'avant, mais il faut comme les mettre un petit haut là, puis écouter l'autre personne, c'est réellement pas simple. Non, c'est pas simple. Puis c'est important aussi de nommer si quelque chose nous dérange, puis c'est important aussi de le faire rapidement. Bon, on attend des fois que tout le monde soit calme, là, mais tu sais, pas attendre une semaine. Oh, il y a une semaine, tu m'as fait ça, ça m'a blessé. Mais pendant tout ce temps, toi, tu vas avoir ruminé, tu vas t'être fait des scénarios, tu vas avoir empiré la situation. Puis l'autre personne, peut-être que pour elle, c'est passé, puis elle sait pas du tout de quoi tu parles. Fait que, tu sais, d'en parler puis de le régler le plus rapidement possible. Donc, de trouver un équilibre, si je comprends bien, parce que moi, ça m'arrive souvent de dire à mes élèves, hey, je pense que la personne n'est pas disponible présentement, on va lui laisser un moment. Peut-être qu'en fin de journée, ce serait un meilleur moment, ou peut-être que demain matin, ce serait un meilleur moment, mais pas trop étirer la sauce non plus, si je comprends bien. Exactement. OK. Dans le fond, peut-être que tu as fait quelque chose de méchant aussi, fait que c'est important de s'excuser, dans le fond, puis de proposer une solution aussi pour se rattraper. Tu sais, je m'excuse, je sais que quand j'ai dit ça, ça t'a blessé. Prendre mes responsabilités. Oui, c'est ça. Tu sais, j'avais de la peine, c'est pour ça que j'ai dit ça, je le referai plus. Est-ce que tu aimerais ça que je fasse une lettre d'excuse, un dessin? Tu sais, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour me racheter? Là, j'ai une question qui me pop en tête. Je me demande, est-ce qu'on devrait insister pour des excuses ou non? Dans le sens où, tu sais, des fois, on le sait, là, que l'enfant s'excuse sans vraiment le ressentir. À quel point on devrait insister pour qu'une personne s'excuse? Bien, je dis une personne, on parle plus des enfants ici, là, mais est-ce que c'est un principe qui est important, fondamental, sur lequel il faut vraiment insister, ou dans la mesure où on sait qu'on est pour accueillir des excuses qui sont un peu fausses, on est aussi bien de... Je sais pas si c'est clair, mais... Bien, moi, on dirait que j'aime ça partir de la victime de la situation, de dire,
Parce que j'incite, moi, les enfants à dire, tu sais, à poser la question, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour réparer mon geste? Fait que là, la victime a la chance de nommer, tu sais, si elle, pour elle, les excuses, c'est pas important. Parce que pour certaines personnes, c'est pas ça. Mais peut-être c'est d'aller faire telle chose ou d'aller jouer avec moi à la prochaine récréation. C'est ça. Fait que peut-être qu'une excuse, justement, vaut mieux un geste de réparation qui fait du sens pour la personne qui est victime dans la situation qu'une excuse non sincère. Puis encore là, ça me fait penser que, tu sais, comme parents, on est vraiment un modèle aussi dans la vie de tous les jours, là, tu sais. Fait que des fois, ça nous arrive, on n'est pas parfait, là, de faire des erreurs avec nos enfants. Ben, de là, l'importance aussi de modéliser, là, tu sais. J'avais plus de patience, j'ai mal réagi, je m'excuse, tu sais. Fait que on est des exemples à chaque moment aussi. Fait que, tu sais, d'utiliser nos propres erreurs comme levier d'environnement. Il y a un podcast que j'aime beaucoup aussi, ça s'appelle « Ça va, maman ». Tu sais, ça parle tout de la parentalité, comment ça peut être difficile au quotidien, puis tout ça. Puis Laurie Zéphir, qui est la psychologue qui anime, dans le fond, ce podcast-là, elle parlait de l'espace de réparation, tu sais, dans justement, tu sais, parce que comme parent, même si je suis psychoède, je suis loin d'être une maman parfaite, j'ai des fois la veine de fond qui nous sort, tu sais. Fait que ils viennent chercher des fois le meilleur de moi-même, fait que... mais je le modélise, justement. Tantôt, maman, là, c'était vraiment pas facile pour toi. Je me suis sentie comme ça, je m'excuse. Tu sais, comme, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse pour que ça aille mieux, tu sais, la prochaine fois, puis tout ça. Fait que j'essaie de modéliser avec eux, justement. Fait qu'effectivement, comme parents, puis comme prof aussi, tu sais, on a ce devoir-là de... comme personnel scolaire, de démontrer qu'on on fait des erreurs nous aussi, qu'on est en apprentissage toute notre vie au niveau des compétences socio-émotionnelles. On va toujours rencontrer des gens qui viennent nous chercher un peu plus que d'autres. Absolument. Même comme adultes. Fait que dans le fond, quand on reçoit notre enfant à la maison qui vient de vivre un conflit, on veut l'écouter, on veut pas juger la situation, on veut poser des questions ouvertes pour comme l'encourager à verbaliser, à expliquer la situation, à trouver aussi comment il s'est senti à travers ça. On veut essayer de ne pas prendre parti. Des fois, c'est difficile aussi comme parent là, de dire qui a commencé ou qu'est-ce que toi, as-tu fait quelque chose? Juste essayer de voir la situation dans sa globalité. Puis, des fois, c'est ça. On devient, tu sais, aussi. Surtout quand il y a une récurrence à une certaine situation, c'est là, je pense que ça nous affecte le plus. Des fois, on ne sait pas trop où se mettre dans tout ça, comme parents. Mais je pense qu'une bonne solution, là, tu sais, puis là, vous me voyez venir, c'est assez récurrent dans notre balado, mais tu sais, des fois, en parallèle, d'un côté, accompagner, pister notre enfant, puis en secret, je mets des guillemets, écrire à l'enseignante, tu sais, pour dire... il m'a rapporté ça, il s'est passé ça, je vous lance la balle pour comme faire un suivi. Ou du moins pour avoir, comment je pourrais dire, pour être attentif à... Puis nous, des fois, on n'a même pas été conscient de ça à l'école non plus, tu sais, fait que si on veut faire du pouce, ben il faut qu'on soit au courant, fait que de là l'importance de communiquer. Fait que c'est ça, fait que tu sais, c'est de l'accompagner pour qu'il résout ses problèmes lui-même. On peut donner des pistes de solutions, j'imagine, des propositions qu'il peut amener à son ami par la suite. Donner des exemples, parler de nous, tu sais, moi ça m'est arrivé, regarde ce que j'ai fait ça, peut-être que ça pourrait fonctionner avec toi. Mais partir de lui, qu'est-ce qu'il trouve comme solution, tu sais, fait que moi c'est comme d'écouter-le, d'écouter votre enfant sans jugement, poser des questions ouvertes dans le fond, qu'est-ce qui t'a le plus dérangé, comment tu te sens par rapport à ça? Ne pas prendre parti aussi parce que vous n'avez pas les deux côtés de la situation, souvent, parce que vous n'êtes pas présent. Hein? Fait que, moi, c'est pas rare que je me demande à quel point ça, c'est vrai. Sans que l'enfant veuille nous mentir délibérément, avec l'émotion, on dirait que des fois, la perception est un peu erronée de la situation. Donc, je pense qu'il faut se rappeler ça, là, qu'il y a peut-être des infos qui nous manquent. Puis des fois, on connaît un côté de notre enfant, puis il y a comme un autre côté à l'école, des fois, qu'on ne connaît pas. Fait qu'il nous rapporte une situation, puis là, on est comme « Oh mon Dieu! Mais finalement, c'est peut-être notre enfant qui est dans le tort aussi. Ça arrive. Fait que, tu sais, éviter de blâmer un enfant ou l'autre, parce que souvent, les enfants, ils vont arriver à l'école et vont dire « avec des mots pas toujours adéquats. Des fois, tu leur poses une question, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce mot? Puis ils ne le savent pas. Fait qu'ils utilisent les mots de leurs parents qui ont mis un petit prix, puis des fois, qui en revenaient la situation. Fait que c'est important de ne pas prendre parti. Apprenez-lui à résoudre le problème, dans le fond. Proposez-lui des stratégies de résolution de problèmes, comme la communication non violente, la négociation, la médiation.
donnez-lui des exemples, justement, comme tu as dit, de tes façons dont, comment tu as réglé ce conflit-lui. Quand on parle de médiation, c'est d'aller chercher un adulte à l'école qui va... Bien, c'est ça. Encouragez toujours votre enfant à se référer aux adultes en qui il a confiance. Tu sais, ça peut être la prof, ça peut être les surveillants du dîner, ça peut être les aides à la classe, les DES. Tu sais, d'aller en parler parce que d'avoir un adulte, justement, un médiateur, quand la situation est trop grosse, ça peut nous aider. Puis ça peut donner confiance aussi à l'élève. Puis faites un retour après avec lui, comment ça s'est passé, puis félicitez-le d'avoir utilisé les stratégies que vous avez travaillées ensemble aussi, parce que plus vous allez renforcer un comportement, plus il va s'intégrer dans le fond, puis plus l'enfant va avoir envie de le reproduire, dans le fond, sa bonne stratégie de gestion de conflit, tu sais. Donc, faut être patient, montrez-lui de l'importance, d'être empathique aussi envers votre enfant, qu'est-ce qu'il vit. Apprenez-lui à pardonner aussi, ça c'est important. Fait que des fois, tu sais, on parlait de l'importance que les enfants donnent au conflit des fois, là. Fait que tu sais, mettons que mon enfant, il arrive puis il me raconte quelque chose. Ça pourrait être aussi, tu sais, oui, si vraiment je vois que c'est un conflit, je vais l'accompagner de cette façon-là, mais tu sais, si je vois que c'est peut-être juste un peu futile, là, peut-être de juste dire « Hey, mon amour, tu sais, demain, on recommence la journée à 9, puis on oublie ça, puis tu sais, ça peut être aussi une option pour pas donner trop d'ampleur à quelque chose qui en mérite peut-être pas, dans le fond. Puis s'il y a eu vraiment beaucoup de stratégies de gestion de conflit avec le même ami, ben c'est peut-être le temps aussi de dire à son enfant, ce serait peut-être bien de prendre une pause de cet ami-là, tu sais, mais tout en étant respectueux, tu sais. Des fois, je donne ça comme conseil, ben comme éloigne-toi d'elle, mais tu sais, fais pas des petits regards, parle pas dans son dos, tu sais. Fait qu'on on a le droit de prendre une pause, puis c'est correct pour tout le monde, mais tant qu'on est dans le respect de part et d'autre. Puis d'aller voir, de ne pas rester seul aussi avec le problème, tu sais. Fait que c'est important d'en parler si on voit que ça ne se règle pas puis ça se perdure malgré que notre enfant a des bonnes capacités socio-émotionnelles. On voit qu'il est toujours dans... Puis là, ben, c'est important d'en parler aux adultes à l'école. Donc là, si on résume, on est à l'écoute, on est un guide, mais en même temps, on laisse une forme de latitude à notre enfant pour qu'il fasse des tentatives, puis on essaie que les solutions viennent le plus possible de lui ou d'elle-même. Et on renforce pour que le bon soit répété le plus possible. Le renforcement positif, c'est la clé, dans le fond, dans tout ça, quand on veut que notre enfant développe des bonnes habiletés relationnelles, c'est de renforcer quand il le fait. D'enseigner quand il le fait moins bien. Dans cette situation-là, qu'est-ce que tu aurais pu faire de différent? Penses-tu que de faire telle chose pourrait t'aider? Fait que... Donc, j'ai l'impression que le développement des compétences socio-émotionnelles, plus particulièrement les habiletés sociales, se développe simultanément avec la gestion des conflits, des problèmes. C'est quelque chose qui se fait en même temps. Tu sais, oui, il y a quelque chose qui doit être fait en amont, à la maison, dès le plus jeune âge, mais après ça, chaque conflit nous donne l'opportunité. C'est comme l'erreur, dont on parle souvent en classe, qui est un levier vers l'apprentissage, mais le conflit, c'est un levier pour se développer sur le plan des relations interpersonnelles, je pense. Puis là, mettons que comme parents, c'est vraiment trop fort pour nous, là. On a le goût de s'en aller. Là, ça peut être quoi, mettons, les conséquences? C'est quoi qui arrive quand le parent... Bien, comme je disais souvent, quand les parents s'en mêlent, ça l'envenime le conflit entre les enfants. Comme je dis souvent, ils vont utiliser des mots qu'on fait comme « mais qu'est-ce que ça veut dire? » Puis ils ne le savent pas, tu sais. Fait que je te dirais, le plus possible, c'est de guider notre enfant à trouver les solutions de par lui-même pour pas comme donner de l'ampleur au conflit plus qu'il y en ait. Puis des fois, tu sais, il y a des enfants parents qui me disent « je veux pas que mon enfant joue avec tel autre enfant parce que c'est pas positif. » Mais finalement, moi, ce que je remarque, c'est que cet enfant-là, il est toujours avec, puis il a envie d'être avec. Fait que là, tu sais, ça devient un petit peu particulier parce que si son enfant, il a envie d'être avec cette personne-là, ben on va essayer à ce que l'enfant qui a le goût d'être avec cet autre élève-là que toi, tu n'as pas envie comme parent, ben on va essayer que les interactions soient positives. Tu sais, nous, comme équipe école, on ne pourra pas, justement, comme parent, interférer sur toutes les relations de notre enfant. Fait qu'il faut aussi lui faire confiance. Puis donner une attitude aussi quelconque, là. Parce que, tu sais, ça s'est vu, là, des parents qui s'appellent entre eux, là, pour gérer le conflit de leurs enfants en dehors de l'école. Ou qui nous disent, ben ça va être de même que ça va se passer. Écoutez, l'environnement scolaire et la maison, ça se passe pas de la même façon. Ce sont deux environnements très, très différents. Contrôler les interactions avec
tous les élèves, tu sais, les récréations sont toutes ensemble. Ça devient possible. Tu sais. Puis on est comme, dans le fond, les professeurs sont pas là souvent pour les récréations. Tu sais, nous, c'est des C'est souvent lors des moments de transition que les conflits ont lieu là, en classe, dans un cadre. Souvent, ça se passe beaucoup mieux. Fait que c'est de faire confiance à notre enfant Oui. et à l'équipe école. Ouais. Puis à on la fait notre limite- petit bout de chemin à la maison. À la limite, de communiquer avec l'école pour dire « Hey, je sais plus quoi faire, je me sens un peu dépassée, j'ai fait telle chose. Là, j'ai besoin d'accompagnement, j'ai besoin d'aide. » Ouais. C'est important de le nommer. Exactement. Ouais. On est de retour. On sait que les interactions sociales, c'est le cœur du quotidien de nos enfants. Puis ça peut aussi devenir le cœur du quotidien des parents aussi. Peut-être que les parents, des fois, se demandent dans quel type d'environnement nos jeunes évoluent. Quand on les laisse aller le matin, là, y a-t-il vraiment quelqu'un là, pour épauler, pour soutenir, pour accompagner nos enfants dans toute la gestion des habiletés sociales puis des relations? Donc, je pense que ce serait pertinent qu'on fasse un petit topo, là, grossièrement, de quels sont les intervenants qui sont disponibles pour supporter nos enfants dans les milieux scolaires présents. Ben dans le fond, c'est important de... Ça peut être n'importe quel adulte, dans le fond. L'important, c'est le lien de confiance. Fait que de demander à votre enfant, tu sais, bon, tu as vécu telle situation, quel adulte qui pourrait t'aider à gérer ce conflit-là? En qui tu as confiance? Tu sais, parce qu'il y a les responsables de services de garde, il y a le personnel du midi, il y a les professionnels de l'école, il y a des TES, des fois la direction, des fois ça peut être la secrétaire. Tu sais que nous, il y a beaucoup d'élèves qui aiment ça aller jaser à la secrétaire d'école, tu sais. Fait que peu importe l'adulte, dans le fond, il va être capable de référer l'enfant ou dans le fond, à qui pourrait être la meilleure personne pour gérer le conflit. Des fois, ça va être la personne à qui il va parler en premier, mais ça peut être aussi, ben si j'en parle avec mon prof, ben ça tente qu'on aille en parler avec la TES, tu sais, elle pourrait nous aider, tu sais, à t'offrir des outils justement pour mieux gérer tes conflits. Fait que... Puis des fois, nous, on fait juste accueillir, recevoir les confidences, les faits, puis nous-mêmes, on va cogner à la porte de quelqu'un pour avoir un petit peu d'aide, là, parce qu'il y a des situations qui sont plus connues, conventionnelles, puis d'autres qui sont un petit peu moins. Puis des fois, le besoin de l'enfant, c'est juste d'être entendu. C'est vrai. Fait que, tu sais, juste d'abord en parler, ça soulage. Puis après, lui, il repart avec... j'en ai parlé à un adulte, je me sens en confiance avec ma stratégie pour gérer ce conflit-là, puis j'allais faire mon petit bout de chemin. Oui, ça, c'est l'idéal, c'est ce qu'on veut. Oui, exactement. Fait que... En dehors, une fois, mettons, là, qu'il y a les intervenants de confiance, là, les adultes dans tout ça, en prévention, il y a quand même des choses qui sont mises en place dans les écoles, dans le centre de service scolaire. Peux-tu nous en parler un petit peu? Bien, dans le fond, il y a le programme hors piste. Il y a plusieurs écoles là, qui utilisent ça au CS présentement, autant primaire que secondaire. Dans le fond, c'est le développement des compétences socio-émotionnelles et la promotion du bien-être psychologique. Quand, dans le fond, un élève participe à ce programme-là, il y a toujours un infoparent qui est envoyé quand on anime l'atelier. Tu sais, nous, au primaire, c'est 5 ateliers, dans le fond, qui est animé au cours de l'année par les professeurs. Puis on envoie un truc aux parents aussi pour dire qu'est-ce qui est enseigné pour qu'ils puissent, eux, faire de l'utilisation. Fait que c'est des bons outils à revoir avec nos enfants puis dans le fond, en discuter dessus. Ça permet que tout au long du primaire, l'enfant qui est en première, en troisième ou en sixième année reçoivent des enseignements sur un thème semblable, puis ça fait en sorte que le vocabulaire qui est utilisé dans l'école est de plus en plus le même. Et si en plus, à la maison, on le réutilise, bien, ça fait qu'il y a une forme de cohérence dans nos interventions. C'est vraiment une équipe de recherche là, qui a travaillé sur ce programme-là. Puis c'est les mêmes... C'est ce qui est le fun, c'est que ça commence au préscolaire, puis c'est les mêmes personnages que tu vas grandir. Fait qu'ils vivent des situations en fonction de l'âge des enfants. Fait que c'est comme s'ils les suivent tout le long de leur parcours scolaire. Fait que c'est super intéressant. Puis il y a aussi des écoles qui utilisent Mozoom, qui est comme un programme interactif avec des vidéos. En maternelle, première année, ça travaille la communication saine, changer son état d'esprit, donc tirer des leçons des défis, le respect, la considération, la persévérance, la gratitude. Puis ensuite, 2 6e année, bien là, c'est le respect et la considération, la communication saine, apprendre à changer son état d'esprit, puis résoudre des problèmes, puis avoir des solutions. Fait que c'est quand même deux programmes qui peuvent être animés ensemble. Dans le fond, il y a des écoles qui choisissent d'animer les deux en même temps. Il y a d'autres écoles qui font juste Mozoom, il y a d'autres écoles qui font juste hors-piste, mais c'est les principaux programmes qui sont utilisés à la commission scolaire, dans le fond, pour développer les compétences socio-émotionnelles de nos élèves. Fait que comme parent, c'est vraiment une belle porte là, de réinvestir ça à la maison. Oui, exactement. Puis même sur le site de Mozoom, tu as des vidéos que tu peux aller aussi regarder avec tes enfants, justement, il y a comme 10 petites vidéos gratuites sur la gestion des conflits, les habiletés émotionnelles.
souvent, quand c'est animé aussi, même chose que hors piste, vous allez recevoir une capsule par an, dans le fond, aussi, pour faire de l'utilisation du contenu qui est enseigné. Il y a aussi toutes les TES puis les professionnels aussi, on va animer, on y va par sous-groupe de besoins. Fait que nous, on a des rencontres avec les professeurs de niveau, puis on regarde les élèves qui ont besoin au niveau de développer les compétences socio-émotionnelles. Fait qu'on va faire des sous-groupes. On va utiliser des fois prosocial, d'autres différents, dans le fond, groupes d'animation d'outils en fonction des besoins des élèves. Fait que ça, c'est dans toutes les écoles, chaque professionnel, TES, qui va animer en fonction des besoins de l'école. Donc, ils sont loin d'être lâchés là aussi. Non, c'est ça. Mais tu sais, meilleures leurs compétences socio-émotionnelles sont les enfants, même aussi, ça affecte la réussite scolaire parce que, absolument, tu sais, au niveau de ton estime de toi, tu te sens plus compétent à interagir avec les autres, à lever la main, à poser des questions. Tu es plus disponible quand dans ta tête, tu penses juste à la prochaine rentrée. C'est impossible d'écouter la leçon de maths qui se passe à l'avant. Oui, ça devient vraiment envahissant. Ça, c'est vraiment sur les élèves. Je pense que c'est justement, on l'a dit tantôt, de faire confiance aux intervenants, mais aussi aux pistes de solutions qui sont amenées, parce que des fois, comme parents, ça peut peut-être être confrontant, mais de leur faire confiance. Il y a plein de professionnels, ils sont penchés, ils ont réfléchi, puis ce qu'ils proposent, au moins l'essayer. Là. Exactement. Je pense que l'évitement... clairement, on l'a vu, c'est en vivant des situations que nos enfants apprennent. Fait qu'en évitant, on veut les surprotéger, puis là, on les sort de certaines situations, mais ils n'apprendront pas à travers ça nécessairement. Non, c'est ça. Fait que leur faire confiance, c'est comme le mot-clé. C'est d'être des modèles positifs. Fait que... Tu avais aussi quelques ouvrages que tu avais le goût de nous proposer. J'en ai plusieurs qu'on va mettre en lien. Mais je voulais en montrer quelques-uns. Les bons trucs font les bons amis, c'est vraiment mon préféré. C'est dans la collection des petits guides sympathiques. Fait que dans la même, je l'ai passé à un élève, les bons trucs font les bons amis. Mais j'ai vivre des erreurs. Ça, c'est comme pour apprendre à justement mieux gérer de faire des erreurs. C'est correct de faire des erreurs quand on est plus dans l'anxiété de performance. Si on va le voir, ça, l'impact sur les relations interpersonnelles quand tu n'es pas capable de vivre des erreurs, plus tu vas faire des colères, quand tu ne réussis pas quelque chose. Mettre la faute sur l'autre. Oui, exactement. Les moqueries non merci, ça parle d'une façon aussi de ta force intérieure, comment t'affirmer, dans le fond, comment bien nommer tes choses auprès des autres. Puis c'est super... c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment attirant pour les yeux d'un enfant. C'est des bons livres pour les enfants. Ensuite, comment surmonter ta colère aussi. Fait que, dans le fond, ça, c'est un peu plus, je dirais, plus vieux. Là, 3e, 4e. Oui, c'est ça, 4e. Ça peut être aussi même secondaire. Fait que des étapes pour modérer ta mauvaise humeur. Comment résoudre des problèmes de colère. Fait que, tu sais, il y a vraiment des stratégies que tu peux utiliser avec ton enfant. Fait que c'est le fun de le lire en premier comme parent. Après ça, dans le fond, de le faire lire avec ton enfant, de le lire avec lui, puis d'utiliser, dans le fond, le contenu qu'on voit, puis une stratégie là-dedans. On a vu tous ces petits guides-là. Les boîtes à outils. Fait que les boîtes à outils, émotions, boîtes à outils, comment mieux, dans le fond, des stratégies pour développer l'intelligence émotionnelle chez l'enfant. Fait que comment on se gère mieux dans toutes les situations émotionnelles. 75 trucs et activités pour prévenir l'intimidation et encourager l'affirmation de soi. Ça s'adresse plus, je dirais, à des professionnels ou à des TES. Mais comme parent, il y a des beaux outils aussi que tu peux t'inspirer dans ça. Moi, il y avait un que j'aime vraiment beaucoup, puis que je le propose des fois aux parents, c'est la boîte à merveilles, la boîte à ordures. À notre école, dans le fond, on a tous un plan de lutte au niveau de l'intimidation, toutes les écoles. On a développé une boîte, dans le fond, une boîte à ordures et à merveilles. Fait qu'on a comme une genre de boîte aux lettres qui est comme devant la place publique, puis à côté du bureau des TES. Puis les élèves peuvent aller mettre, dans le fond, les bons coups qu'ils ont observés chez les amis, au niveau des compétences socio-émotionnelles, mais aussi une boîte à ordures. Dans le livre, ce que ça dit, c'est qu'il ne faut pas que tu restes avec tes ordures parce qu'à un certain temps, ça se met à puer. J'aime bien cette analogie-là. Fait que, puis ça dit aussi en famille, ça peut être un moment, un rituel à mettre en place. Fait que, dans le fond, le vendredi, on fait une introspection de notre semaine, ou ça peut être même à chaque soir, puis on va émettre sur notre tableau de la fierté un beau moment de notre semaine, mais aussi un moment, une ordure, là, qui a été plus difficile. Puis comment on a géré ça? Ou on pourrait même l'écrire et le jeter aux poubelles carrément. Vraiment significatif. Mais c'est le fun aussi de faire un retour avec notre enfant. Pourquoi ça, c'est un moment d'ordure? Puis comment tu as vécu ça? Puis comment on pourrait faire que ça ne devienne pas un ordure, à long terme?
Fait que dans le fond, j'aime pour ça. travailler des moments plus difficiles en famille, ça peut être une bonne stratégie d'instaurer ce petit rituel-là. Tu sais, souvent, mon parent va dire, puis comment Ça peut s'encourager à parler, c'est ça? Oui, de développer son lien de confiance envers vous puis d'être capable de nommer les choses qu'il vit au quotidien. Il y avait les 5 clés de la communication sur le site de Midi 30 que j'aime beaucoup aussi, que vous pouvez vous imprimer puis avoir à la maison. Dans le fond, il y a le livre la différence est merveilleux. Dans le fond, ça permet de sensibiliser les enfants à la beauté de la différence aussi, parce que ça amène des conflits aussi. On dit qu'on se perd avec les gens des affinités, tu sais, fait que, mais c'est correct qu'on n'aime pas toutes les mêmes choses, fait que j'aime bien ce petit livre-là. Le programme hors-piste, comme on a dit, vous allez recevoir des choses dans le fond, puis il y a une vidéo aussi sur YouTube qui explique le programme hors-piste puis les bases si vous voulez en savoir plus aussi. Oui, parce que c'est assez récent, c'est assez nouveau dans certaines écoles. Ça fait un beau tour. On va vous mettre ça en note. Oui, absolument. Vous aurez plein de lectures à faire. Fait que merci pour votre invitation. Merci pour ta présence, ta grande contribution. C'était tellement riche, j'ai l'impression qu'on aurait pu en parler encore longtemps. Ça a passé comme 2 minutes, j'ai l'impression. Donc, les parents, j'espère que ça vous a outillé, que ça vous a permis de mieux comprendre certains comportements de vos cocos à la maison. Puis, si jamais vous avez des questions qui demeurent dans votre esprit, n'hésitez pas à nous les communiquer, qu'on puisse peut-être les adresser éventuellement. Puis, restez à l'affût parce qu'on a 2 autres beaux épisodes qui s'en viennent qui vont contribuer au bien-être de l'école. Continuez de nous suivre, de nous écrire, parlez-nous aussi aux parents de votre entourage. On essaie de diffuser la mission du balado, là. Donc, à une prochaine fois. Bye!